Annales akashiques et enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est complètement différent de la vidéo précédente qui portait sur les annales akashiques, les enfants, les adolescents. L'enfant intérieur, c'est quelque chose qu'on a en soi. Alors, pour parler de l'enfant intérieur, on va commencer par une légende, par un joli conte. Il était une fois. Là, je suis sûre que vous allez déjà écouter. Les gens se connectent sur l'enfant intérieur. Une jeune fille qui avait un petit frère, un ours et une chienne, et qui habitait Londres. Elle s'appelait Windy. Et elle racontait de belles histoires à son petit frère. Donc, elle avait un autre frère aussi qui était un âge un peu plus respectable, avec des petites lunettes. Et elle ouvrait la fenêtre. Et un soir apparut un petit lutin qui volait, qui s'appelait Peter Pan, et qui l'amena au pays imaginaire. Et au pays imaginaire, ils vécurent plein d'aventures. Il y avait des crocodiles, il y avait des passages secrets, il y avait des tunnels sous la mer, il y avait des montagnes, des chasses au trésor, des pirates. Et il fallut se battre avec les pirates. Et ils furent kidnappés par les pirates. Ils furent enfermés et la fée Clochette apparut enfin pour les libérer. Clochette était très en colère. Elle devenait jalouse de Windy, qui était plus belle qu'elle. Et alors Clochette se secouait, et quand elle secouait ses ailes, de la poussière d'or tombait sur les airs et sur le sol, régénérant absolu. Nous voilà dans le mythe. Nous voilà dans l'enfant intérieur. Dans cette histoire que je viens de vous raconter, vous vous êtes naturellement connecté sur votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, je l'utilise aussi lorsque nous rentrons dans les annales akashiques. Je vous connecte dessus. Et cet enfant intérieur permet de se soigner, de guérir et surtout de retrouver son essence profonde avant toutes les souffrances que nous avons subies, avant les problèmes posés par notre éducation, avant les souffrances de la vie, avant les violences éventuellement que nous avons vécues. Ça permet de se reconnecter sur le tout petit enfant avant même que nous ayons la conscience que nous sommes une âme incarnée. C'est-à-dire que le petit enfant, il est ouvert, il est souriant, il est heureux d'être en vie, il sourit, à moins de problèmes particuliers, comme de la violence, de la guerre, du manque alimentaire, l'absence de la mère, donc des souffrances profondes. Mais dans une situation habituelle, qui sont la majorité des cas, le petit enfant n'a pas de souffrance. Alors, il souffre des dents, il souffre de la faim, il souffre parce que la couche est sale. Mais la souffrance psychologique, il ne l'a pas encore élaborée. Il s'éveille de manière miraculeuse au monde. La compréhension de la souffrance au monde apparaît après. Elle apparaît vers 6, 7, 8, 9, 10 ans. Elle apparaît après. Alors, elle peut apparaître plus tôt chez un enfant qui va avoir un accident, qui va être confronté à des fortes douleurs, comme ça a été mon cas avec mon éclatement de la rate. Mais normalement, la compréhension de la souffrance arrive après. Et c'est très important d'ailleurs chez un enfant qu'il y ait cet espace de bien-être, cet espace de positivité, et qu'il mette petit à petit, seulement petit à petit en place la frustration, la limite, l'encadrement, de manière à ce qu'il puisse vivre pleinement cet enfant intérieur qui va être le socle de sa personnalité adulte. C'est-à-dire un adulte qui est bien dans sa peau, un adulte qui réussit, un adulte qui a confiance en lui. C'est souvent un enfant qui a développé ses compétences, qui a été en accord avec son enfant intérieur, qui a été raccord avec lui et qui a eu des parents qui l'ont laissé être raccord avec son enfant intérieur. Alors maintenant, on va aborder l'enfant intérieur du point de vue de la psychologie et on va l'aborder un peu plus tard du point de vue des annales akashiques. Donc, on a au niveau du mythe, alors ce sont les grands mythes qui structurent la personne, la personae, c'est-à-dire notre inconscient, les grands mythes que l'on se raconte. Et dans ces grands mythes, donc se sont beaucoup inspirés, aussi bien Freud avec le complexe d'Oedipe que Jung, il y a des grands mythes qui mettent en scène des enfants. Donc Rémus et Romulus, qui ont été jetés sur les flots du Tibre et qui ont créé Rome. Il y a eu Moïse, qui était un grand initié, qui a été sauvé des eaux. Il y a eu Jésus. Quand il est né à Bethléem, les rois mages sont venus, ils savaient déjà que le Messie arrivait. Celui qui allait devenir le Messie après 33 ans.
hein, parce que entre le tout petit enfant qui naît et puis le baptême, il s'est passé beaucoup de temps. Eh bien, ils sont venus quand même célébrer cet enfant qui est la naissance du prophète, qui est la naissance du Messie, qui est la naissance de ce qui sera plus tard le Christ. Ils ont amené l'encens, la myrrhe et l'or. Ce sont les 3 rois mages. Eh bien, chaque fois qu'il y a une naissance, il faut quelque part représenter ces 3 rois mages. Amener un peu d'or, donc de l'argent, faire un don d'argent, alors soit un bijou, soit quelque chose, la myrrhe, comme on veut, et puis l'encens. C'est symbolique. On amène des cadeaux à l'enfant. Ça, c'est important. Et puis, il y a, au niveau des mythes, eh bien, Zeus qui a été menacé d'être dévoré par son père Cronos, Saturne, donc qui a été kidnappé. La mère a mis une pierre à la place de Zeus. Jupiter, elle l'a caché. Et là, c'est Amalthée, la chèvre, qui s'est occupée de Zeus. Et puis, à un moment donné, Zeus avait tellement de force, nourri par sa chèvre, il l'aimait tellement, sa petite Amalthée, il s'est accroché à la corne et il a cassé la corne. Et là, Amalthée, tu m'as cassé la corne, je t'ai nourri, et regarde ce que tu as fait, tu as cassé ma corne. Et là, Zeus, qui avait déjà ses pouvoirs, pour remercier Amalthée, pour s'excuser, eh bien, il a fait de la corne d'Amalthée, la corne d'abondance. Donc là où sortent l'argent, l'opulence, les fruits, les céréales, toute la nourriture qui se déverse sur la terre. Donc il a fait de la corne d'Amalthée un vrai jardin. C'est une corne d'abondance, pareil, on peut se connecter avec le mythe. On retrouve aussi le petit poucet qui était abandonné dans la forêt, le petit chaperon rouge. On retrouve Blanche-Neige, bien sûr, abandonnée par sa belle-mère qui l'amène en forêt et qui veut la faire tuer par le chasseur. Et Blanche-Neige, eh bien, va grandir, et en grandissant seulement, elle va trouver le prince charmant. Cendrillon, Blondine, Bonnebiche et Beauminon, qui sont des légendes étrangères. Toutes les légendes qui se déroulent, qui parlent à notre inconscient, eh bien, ce sont des enfants qui sont des héros et qui vont passer des étapes comme ça. Harry Potter. Voilà. Harry Potter, c'est l'exemple type de ce héros d'enfant qui est mis en danger, qui va affronter 1000 épreuves et qui va à la fin devenir un héros. C'est-à-dire, c'est lui qui va tuer Voldemort. Mais au départ, il y a toujours ce visage de l'enfant intérieur. Il a une situation, il avance dans la situation, il affronte un danger qui est mortel, il risque sa vie, il a des personnes qui l'aident, et à la fin, il gagne, ça devient un héros. Eh bien, ça, c'est un cheminement qui nous appelle, nous, à ce cheminement intérieur. Alors, c'est la représentation, c'est le représenté du mythe. Et nous avons, nous tous, dans notre enfant intérieur, cet enfant brisé, cet enfant abandonné, cet enfant maltraité ou réduit au silence par l'adulte. Des fois l'adulte de nos parents, des fois beaucoup de personnes ont vécu des violences éducatives, des violences de la vie. Et bien cet enfant intérieur, nous en tant qu'adultes, on ne l'écoute pas, on le bride, on l'enferme et on l'empêche de s'exprimer. Mais c'est aussi lorsqu'on va le libérer, lorsqu'on va accepter le discours de l'enfant intérieur, eh bien c'est l'écouter, le faire parler. C'est aussi reconnaître notre essence profonde, la laisser s'exprimer, c'est libérer notre potentiel créatif, notre spontanéité et quelque part notre nature héroïque. Une personne qui est totalement branchée sur son enfant intérieur, c'est une personne qui a confiance en elle, qui n'a peur de rien. Alors quand je dis peur de rien, c'est pas, elle va pas faire n'importe quoi non plus, mais elle n'a pas peur des autres, elle n'a pas peur de s'affirmer, elle n'a pas peur de la vie, elle n'a pas peur de prendre sa place, elle va prendre des risques. Et si elle tombe, c'est pas grave, elle va se relever. L'enfant, c'est ça. L'enfant se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il marche. Et c'est ainsi que nous apprenons, depuis que le monde est monde, depuis que l'espèce humaine existe, nous apprenons, quel que soit notre âge, sur la base de l'enfant qui apprend à marcher. Donc l'erreur, elle est normale. Se tromper, c'est normal. On vous rejette, c'est normal. Mais vous continuez, vous vous relevez. Et c'est ce qu'on dit dans la Kabbale, le sage tombe 7 fois il se relève. Et le sage, ce n'est pas celui qui ne tombe pas. Le sage, c'est celui qui tombe et qui est capable de se relever. Donc, vous devenez un sage le jour où vous vous dites, OK, je suis tombé, je me relève. Encore une fois, je me relève. Encore une fois, je me relève. Et quoi qu'il se passe dans la vie, je me relève, j'affronte mon destin, je prends mon destin en main et on y va.
on y croit, et je suis connectée, je suis alignée sur l'en haut, sur l'en bas, sur le chakra du cœur. Ma vie m'appartient, mon destin m'appartient. Et personne d'autre que moi, que ma conscience, que mon éthique décideront de ma vie. Donc, on élimine aussi tous les faux principes. On est pleinement connecté avec la source, c'est-à-dire ces décisions se prennent aussi en accord avec le choix de son âme, avec le choix de ses guides, avec son plan d'âme, mais on incarne dans le réel. Ça, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la lumière. La lumière, quand on a pris son destin en main, on est dans la lumière. Quand on est vraiment connecté là-dessus, on ne va pas écraser les autres. On va au contraire dire aux autres, j'ai pris ma place, prends la tienne. Tu veux des outils? Je mets des outils à ta disposition pour que tu prennes en main ton enfant intérieur. Mais par contre, ne compte pas sur moi pour prendre à ta place ton enfant intérieur. Non, moi je t'aide, je te montre le chemin. Je t'enseigne s'il faut comment toi tu vas pouvoir prendre ton destin en main. C'est ça le libre arbitre. Et c'est en ça que l'enfant intérieur, il est passionnant. Donc, Jung a travaillé beaucoup sur l'enfant intérieur, parce que ces enfants qui sont des sauveurs sont des enfants Dieu. Harry Potter, c'est le sorcier absolu. Quand on parle maintenant du sorcier, avant on pensait les sorcières de Salem. Qui a lu Fulcanelli? Qui a lu Nicolas Flamel? Maintenant, tout le monde connaît Nicolas Flamel parce qu'on en a parlé dans Harry Potter. Mais si on va parler d'un sorcier, c'est Harry Potter. C'est une évidence. Ma fille est de ce que j'appelle la génération Harry Potter. Donc, pourquoi? Parce qu'il est porteur de transformation. Un adulte, souvent, il s'est rigidifié. Il s'est solidifié autour de ses croyances. Un enfant intérieur, il est libre. Un enfant intérieur, il est flexible. Un enfant intérieur, il peut se reprogrammer, il peut recevoir des nouvelles informations. Il forge ses concepts, son individuation à partir de sa compréhension. Mais une compréhension qui est mobile. Il peut s'adapter aux situations, il est flexible. Donc, ses souffrances, il peut s'en sortir puisqu'il se l'autorise. Donc, c'est dans les années 60 que la notion, la compréhension d'enfant intérieur prend le jour dans le monde de la psy. Alors, au départ, ça va être du théorique. Au départ, oui, alors les enfants, ils sont puérils, naïfs, pas adaptés au monde, on doit les redresser, on doit leur enseigner, on doit les formater, on doit en faire quelque part dis bonjour à la dame, des bons petits soldats, tout ça, ça a explosé. C'est merveilleux. Pourquoi les nouvelles générations, on parle d'éducation bienveillante? Parce que, justement, les parents sont connectés sur l'enfant intérieur. Donc, quand un parent est connecté sur son enfant intérieur, naturellement, il est capable de laisser l'enfant se connecter sur son enfant intérieur et s'exprimer. La dernière fois, mon petit-fils, 1 an, puisque ma fille a un enfant, il mange des pâtes. Et puis, ma fille me dit, oh là là, c'est la catastrophe, le petit, chaque fois, il se pourrit. Je lui dis, qu'est-ce que tu t'en fiches? Tu mets le petit dans la couche et tu le fais manger à Walpé. Bon, il se trouve que la maison est bien chauffée. Ma fille me dit, mais quelle bonne idée, ça. Ok, maintenant, elle fait manger le petit à poil. Bon, enfin, avec la couche quand même. Et le petit, il adore ça. Et l'autre jour, j'étais en train de parler avec ma fille, et là, stupeur et tremblement, comme dirait Amélie Nothomb, il prend l'assiette de pâtes, il se la renverse sur la tête. Et tout content, ravi. Voilà. Et des pâtes de partout. Alors, pour nettoyer, ça a été assez simple. Ma fille a poussé le petit, elle est allée le laver, et elle a fait venir le chien qui a mangé les pâtes. Donc, il était toute contente. Il a fait poubelle de table. Et comme ça s'agence. Et le petit était bien sûr mort de rire. Alors, il a fallu lui expliquer que non, à chaque fois, on ne fait pas ça. Parce que c'est pas une façon trop naturelle de se comporter. Mais il a pu le faire. Et naturellement, il n'a pas refait. Il a voulu tester sa maman. Et puis la maman, ok, t'as exprimé ton enfant intérieur. Et voilà. T'es connecté dessus, c'est autorisé. Alors, on revient au côté psychologique. Le côté psychologique, c'est Eric Berne. C'est les 3 états du moi. Le parent qui pose les règles, alors soit des règles nourricières, prends ton chandail, sinon tu vas avoir froid. Oublie pas ton chandail, tu vas avoir froid sinon. Le parent normatif, finis tes devoirs. Si tu finis pas tes devoirs, t'es puni. Donc le parent normatif, il pose la règle. C'est le contrôleur des impôts. Alors là, c'est le parent normatif parfait. L'adulte. Alors l'adulte, c'est celui qui pense, l'adulte, c'est quelle heure est-il? Il est 6h30. C'est neutre.
Quand je fais de la thérapie, je suis entre le parent, je suis connectée sur les 3 états du moi. Mais c'est l'adulte qui me dit quel état du moi je dois mettre en présence pour aider la personne. Quand on a l'adulte aux commandes, on gère les différents états du moi. Mais on ne gère plus le parent à travers le parent. C'est l'adulte qui gère le parent, l'adulte qui gère l'enfant. Et puis à des moments, l'enfant libre, il a besoin de s'exprimer. Donc ensuite, il y a l'enfant. Donc il y a le parent, selon Eric Berne. Vous avez les bouquins d'Eric Berne, c'est passionnant à écouter. Comment ça s'appelle Que dites-vous après avoir dit bonjour, l'analyse transactionnelle. Bon, je t'ai certifié analyse transactionnelle parce que le père de ma fille, avec qui je me suis séparée, quand ma fille est arrivée, il n'a pas accepté sa paternité et donc je me suis retrouvée seule au tout début de ma grossesse. C'est pas été évident, mais bon, c'est comme ça. Lui, c'était un thérapeute et quand il faisait ses formations d'analyse transactionnelle, il n'a jamais le temps de les faire, c'est moi qui les faisais. Donc, il m'a filé un label analyse transactionnelle parce que c'était quand même la moindre des choses. Donc, je suis labellisée analyse transactionnelle. Et ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Ça me sert aussi beaucoup pour quand je fais mes séances analakashiques qui sont aussi vues comme un outil de développement personnel. L'enfant, il y a 2 enfants. Il y a l'enfant soumis, l'enfant révolté. Oui, alors vous savez, quand j'étais enfant, mes parents, mais ceci, mais cela, il y a beaucoup de personnes malheureusement. Oui, alors j'ai vécu des choses France très dures, ceci, cela. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait légitime. Mais à un moment donné, dans le déroulé, eh bien, si la personne veut guérir, eh bien, c'est l'amener dans un autre état du moi. C'est-à-dire l'amener à comprendre ses douleurs, ses souffrances, l'extraire aussi de l'enfant et regarder ça de l'extérieur, notamment par l'adulte, ou gérer différemment les états du moi. Par contre, donc ça, c'est l'enfant révolté. C'est l'enfant rebelle, c'est celui qui va foutre le feu aux barricades, qui va foutre le feu aux poubelles. Dans les aspects les plus violents, c'est mon compagnon, par exemple, qui a été abandonné dans un orphelinat à 18 ans. C'était la moto, les hordes, voilà. Alors, pas des voyous, mais il y avait un côté décalé, il y avait un côté fax the system, voilà. L'enfant révolté, donc soit soumis, il est atteint. Alors, l'enfant soumis, il est souvent dépressif. C'est un état qui fragilise énormément. L'enfant révolté, c'est fuck the system. Donc c'est tous les personnes, par exemple, non vax, non ceci, non cela. Ça c'est l'enfant révolté. Après, ils n'ont pas forcément tort. C'est pas ce que je veux dire. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais il faut savoir si c'est l'adulte aux commandes ou si c'est l'enfant qui est aux commandes. Et ensuite, il y a l'enfant libre. Alors, l'enfant libre, lui, c'est le créatif. Lui, c'est le créatif dans tous les sens. Moi, je vis complètement mon enfant libre. Par exemple, je fais 1 fois par semaine du théâtre d'improvisation avec des copains. Tout est dit, tout est possible. Je vais sur scène. Ça m'aide beaucoup. Ça m'apporte énormément. C'est 3 heures de rire. C'est 3 heures de rire absolu. Je vois mes copains, on rigole. Après, on sort, on va manger ensemble, on va boire un verre. C'est extraordinaire. Je laisse complètement parler mon enfant libre. Eh bien, depuis que je laisse parler mon enfant libre, ma créativité est revenue au niveau que j'avais quand j'étais plus jeune. J'ai libéré ma créativité. Donc, ces 3 états du moi, il faut les avoir. Mais savoir à quel moment, quand je suis en thérapie, je mets l'adulte aux commandes. Mais à un moment donné, je me reconnecte aussi sur le parent et sur l'enfant. Mais soi-même, il faut savoir à des moments, on va vivre son enfant révolté, on va vivre son enfant libre, son parent, et puis son adulte. Donc, c'est dans les années 80 que vraiment l'idée d'enfant intérieur prend son essor dans le monde des thérapeutes. Il y a eu un célèbre couple de psychologues et d'analystes, Hall et Sidra Stone. Pour eux, les 3 états du moi sont pas suffisants. Car notre monde intérieur est peuplé d'énormément de sous-personnalités, comme l'arriviste, le tyran, le protecteur, l'artiste, le séducteur et bien d'autres. Donc, ils ont mis en place un livre qui s'appelle le dialogue intérieur, qui consiste à entrer en contact avec nos sous-personnalités. Donc ça, c'est un thérapeute sur lequel je travaille, c'est la psychosynthèse. Moi, j'ai fait beaucoup de psychosynthèse. Et donc ces sous-personnalités empêchent notre moi profond de s'exprimer. Ça provoque des conflits intérieurs, des sensations de vivre en porte-à-faux. Qui on est. Et à un moment donné, par exemple, moi dans ma vie, je me suis libérée des principes.
C'est-à-dire que je vis d'une manière, entre guillemets, marginale, même si je suis complètement plus dans la vie, mais je vis sur l'eau. Là, je suis au milieu de la baie. Par contre, j'ai une entreprise qui est déclarée, j'ai une structure, mais en même temps, j'ai une partie de moi où je ne suis pas obligée de rentrer, de descendre à terre tous les jours, je suis pas obligée de voir du monde tous les jours. Je peux être dans ma grotte si je le décide. Eh bien, ça, ne pas chercher à être admis, ne pas chercher à être autorisé, pouvoir dire qui je suis, ça me permet de me connecter avec mes différentes personnalités, mes différents états du moi, et de ne pas être dupe non plus. Je ne suis pas dupe de qui je suis, mais je laisse profondément mon enfant intérieur se connecter. Donc, l'idée, c'est d'identifier les parties fragmentées de soi-même, parce qu'on va jouer des rôles, en fait. Alors, on va jouer des rôles qui sont pas toujours, c'est ce que j'appelle des jeux de rôle, mais c'est pas des jeux de rôle. C'est des jeux qui sont pas du tout amusants. C'est-à-dire qu'on va être une personnalité quand on va élever ses enfants, une personnalité avec certains amis, une personnalité avec d'autres amis, une personnalité dans son travail, une personnalité de son compagnon, une personnalité avec d'autres personnes, et avec moi, rien du tout. Donc, on est clivé, en fait. On est clivé en différents états du moi, mais soi-même, qui on est. Qui on est. On n'est pas un seul bloc. Eh bien, moi, j'ai décidé d'être un seul bloc. Et les gens qui ne m'acceptent pas, je le comprends parfaitement, que ce bloc les dérange, eh bien, ils sortent de ma vie. Mais par exemple, je rencontre des amis qui sont matérialistes, qui ne sont pas du tout connectés sur la méditation, et j'ai su dire, voilà, moi, mon rôle, c'est d'initier des gens à la méditation en ligne. Je l'utilise comme un outil thérapeutique, comme un outil de développement personnel. Si ça ne leur convient pas, je le respecte, je sors de leur vie. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais par contre, mes amis savent qui je suis et m'acceptent. J'accepte leurs différences, je ne cherche jamais à les convaincre. S'ils veulent découvrir, s'ils veulent qu'on en parle, je réponds à leurs questions librement. Mais je ne cherche pas à les convertir, je ne fais pas de prosélytisme, mais par contre, je demande à ce qu'on m'accepte tel que je suis. Donc, je suis en conversation avec mon enfant intérieur. Ça veut dire que quand je discute avec mon enfant intérieur et que je le considère comme une personne réelle, je suis totalement alignée sur mes propres valeurs. Et c'est ces propres valeurs, maintenant, que je vais exprimer dans le monde. Quand je fais une création, par exemple, un module de création, un module de formation, eh bien, maintenant, je laisse parler mon enfant intérieur, ma créativité. Donc, notre créativité, notre enfant intérieur traverse différentes étapes pour évoluer, pour retrouver l'enfant en soi. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, j'utilise les annales akashiques, notamment pour se connecter sur l'enfant intérieur de la personne qui vient me voir en annales akashiques. C'est donc devenu aussi un outil de développement personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le protocole, dans le processus, eh bien, on aborde l'enfant intérieur, on laisse une large place à l'enfant intérieur, et pendant le débriefing, eh bien, on laisse la personne s'exprimer par rapport à son enfant intérieur, et je l'aide aussi à retrouver cette composante de l'enfant d'avant les souffrances, d'avant ce qu'elle était avant le formatage. Donc, son moi profond. L'enfant intérieur, c'est son moi profond. C'est quand l'âme nous parle. Quand le tout petit enfant est là, son âme, elle est directement connectée à lui. C'est après, avec les barrières de l'adulte, eh bien, que ça va commencer à disparaître. Et quand on va dans les annales akashiques, eh bien, c'est aussi pour éliminer les scories. Les scories éducatives, les vieux schémas de pensée, les formatages erronés. Tout ça, ça n'a plus de sens. Et donc, on élimine tout ça. On se dit, voilà, on fait un tri. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Un peu comme un enfant qui trie ses jouets. Nos protocoles erronés, c'est des jouets. Ben, certains sont cassés. Qu'est-ce qu'il fait un enfant quand un jouet cassé, il jette? Des fois, il répare. Des fois, il donne. Alors, donner, c'est pas très bon. Vous ne donnez pas un jouet cassé. Ça, c'est mal vu. C'est pas très bon, c'est pas très correct. Le jouet, il est cassé, on le jette ou on répare. Quand il est réparé, qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou on revend ou on donne? À ce moment-là, oui. Il faut d'abord réparer avant d'offrir. Et ça, travailler sur son enfant intérieur, réparer ses jouets.
Alors, ces jouets, c'est sa compréhension du monde. C'est comment je vais me placer avec les hommes ou avec les femmes. Comment je vais faire venir ma flamme jumelle. Comment je vais gagner de l'argent. Comment je vais acquérir de la notoriété. Comment je vais prendre ma place dans le monde. Quelle est ma mission de vie. Quelle est ma mission d'âme. Qu'est-ce que j'ai à comprendre. Comment me faire monter mon taux énergétique. Comment me protéger. Comment mieux vivre ma vie. Comment voyager. Comment m'épanouir. Tout ça, c'est des jouets. Moi, j'ai eu une personne, là, il y a quelques jours en séance, personne qui vient me voir, toute sa vie, elle a été formatée, tu dois travailler. Tu dois. Alors, la pauvre, elle avait des mécanismes. Hein. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. Hein. Il y a 2 personnes à qui je fais un clin d'œil dans cette vidéo, elles se reconnaîtront. Et donc, cette personne se retrouve à la retraite. Elle a beaucoup travaillé, elle a eu des épreuves de vie terribles. Je vais pas en parler là, mais des épreuves de vie très douloureuses. Et donc, elle a été obligée de prendre en charge, notamment un de ses enfants, des choses très dures, très lourdes. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu équilibré, mais elle a passé des stades difficiles. Bon. Et elle me dit, voilà, je suis à la retraite. Ok, c'est parfait, vous avez du temps pour vous. J'ai appris plein de choses. Donc, j'ai appris telle technique en développement personnel, très bien. Je veux en faire quelque chose, mais je sais pas. Et là, on a été dans les annales akashiques. Et là, je me suis aperçue d'une chose, c'est que cette personne a fait beaucoup de stages de développement personnel. Et ça, c'est des injonctions qui lui ont été mises par d'autres thérapeutes. Tu as appris des choses, tu as reçu, tu dois distribuer. En soi, c'est pas négatif comme principe. Sauf que cette personne, elle a passé toute sa vie à donner. Toute sa vie, de par la structure de sa vie, elle a été amenée à donner. On peut pas donner si on n'a pas reçu. C'est pas possible. À un moment donné, où est la rétribution? Où est la rétribution de cette femme? Elle est à la retraite maintenant, elle a reçu un petit peu d'argent de sa famille, hein, elle a eu un héritage. Et là, elle me dit, il faut encore que je donne. Il faut, il y a qu'à. Vous avez reçu, vous devez. Alors ça, je me méfie toujours de ces phrases qui, en fait, ne sont pas notre choix personnel, qui ne sont pas notre libre arbitre. Et donc, on a travaillé sur le je dois. Donc, on a fait toute une échelle de valeurs. Hein. On a utilisé d'autres outils de développement personnel. On a fait la séance anal akashique, on a fait le rendez-vous anal akashique, la transmission. Mais avant, on a fait un débriefing qui était très long, qui a duré 1 heure. C'est exceptionnel quand ça dure aussi longtemps, mais là, il y avait vraiment des choses à débloquer. Je me suis aperçue rapidement que je dois en faire quelque chose, ça ne venait pas d'elle. C'était pas son choix à elle. C'était le reflet, les injonctions d'un autre thérapeute, d'un autre formateur, qu'elle avait mis dans le rôle du parent. C'est-à-dire quand on est formateur, quand on transmet de l'information, on est placé par les personnes qui vous reçoivent dans le rôle du parent. Même si soi-même, on se met dans le rôle de l'adulte. Et certains ont tendance à en abuser. Certains ont tendance à projeter sur l'autre. Alors, tu dois faire ça. Oui, t'as pas le choix. Hein, t'as appris, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Voilà, c'est du parent normatif. Et cette femme souffrait énormément de ces injonctions. Et quand on a cherché à savoir ce qu'elle voulait, elle n'avait pas du tout envie de ça. Elle avait envie, pendant quelques années, de profiter de la vie, de vivre son enfant libre, de retrouver sa créativité, d'exprimer ce qu'elle n'avait pas vécu depuis des années, et donc d'être libre. Et elle souffrait profondément de liberté. Je pense sérieusement que si cette femme n'avait pas fait cette prise de conscience, si elle avait mis en place un protocole qui ne lui appartenait pas, rapidement, elle aurait développé des problèmes de santé. Parce que c'était too much. Là, on s'est connecté sur son enfant intérieur, on a vu ce qu'elle voulait faire en son âme et conscience. C'est quelqu'un qui va partir voyager quelques mois par an. Alors, on a vu ensemble dans quel cadre, donc comment, et on a guidé, on a autorisé l'enfant intérieur, l'enfant libre, hein, l'enfant qui a envie de vivre, qui a besoin de vivre, qui est étouffé complètement, parce qu'à toute sa vie, elle a eu un métier qui était étouffant, elle a eu une famille, elle a eu des protocoles. Eh bien, on a vu ensemble comment laisser exprimer l'enfant intérieur et comment elle pouvait vivre au mieux cet enfant intérieur. Donc ça, c'est une richesse des annales akashiques qui va permettre de se connecter sur l'enfant intérieur, de laisser parler cet enfant intérieur, d'utiliser les guides et les maîtres quand ils me transmettent des informations, ils me les transmettent souvent à travers le prisme de l'enfant intérieur, c'est-à-dire le prisme d'avant les blocages familiaux, les normes, les violences, les souffrances que nous avons posées. On redécouvre quelque chose de sa personnalité qui nous aide à mieux vivre, à être plus heureux, plus épanoui, plus construit, et après à redistribuer au monde. Mais quand on redistribue au monde, c'est que soi-même, on a reçu. Et on laisse aussi la place de l'enfant intérieur qui, lui, va avoir le choix.
Donc, les annales akashiques sont un outil mais fantastique pour se reconnecter avec l'enfant intérieur, hein, pour aligner aussi, parce qu'être aligné, c'est ça, c'est être aligné avec son enfant intérieur. Donc, laisser parler son enfant intérieur, le reconnaître dans sa valeur, dans sa validité, et dire, eh bien, l'enfant intérieur, il a plein de choses à m'apprendre, plein de choses à m'enseigner, plein de choses à m'apporter, parce que c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la liberté. Et la lumière, c'est quoi? Eh bien, c'est la joie, c'est la liberté, c'est prendre en main son destin, c'est assumer son destin. Ça, c'est assumer, on est plus dans l'adulte, on est plus dans le parent parfois, mais l'enfant intérieur, il va dire, oui, ça, c'est mon choix. Hein, c'est mon choix de faire 3 heures par semaine du théâtre d'improvisation. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça m'aide pour mes vidéos, ça m'aide pour l'expression orale, ça m'aide pour le phrasé, ça m'aide parce que ma créativité revient, ça m'aide pour mes vidéos. Et on va chercher en méditation, notamment les aides de son enfant intérieur pour se connecter et notamment l'utiliser dans les annales akashiques. Voilà, mais j'espère que cette vidéo sur les enfants intérieurs, sur se connecter avec son enfant intérieur vous aura aidé, vous aura intéressé. Si vous voulez vous aussi découvrir l'enfant intérieur, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera bientôt disponible demain. Belle journée à tous et belle connexion sur votre enfant intérieur.